Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on s'intéresse à un mammifère marin assez incroyable, le beluga. Delphinapterus leuca pour les intimes. Et pour nous guider dans cette découverte, nous avons un expert avec nous. Alors, ce beluga, qu'est-ce qui le rend si spécial? On pense tout de suite à sa couleur, bien sûr, et à ce surnom étonnant de canari des mers. Oui, tout à fait. Pour commencer par le nom, beluga, ça vient du russe beluka, ça veut dire blanc, tout simplement. Hein, d'accord, c'est logique. Et pour sa classification, il est dans la famille des monodontidés. C'est une petite famille, hein, il n'y a que lui et le narval. Ah oui, le narval avec sa dent, Exactement. Et donc, ce sont des odontocètes, des cétacés à dents. comme les dauphins, les orques. Et cette couleur blanche, alors, elle est là dès la naissance? J'avais cru comprendre que non. Ah non, justement. C'est une bonne remarque, hein. Les petits naissent plutôt brunâtres ou gris foncé. La couleur blanche, la belle couleur blanche qu'on connaît, elle n'arrive que plus tard, vers 6 ou 8 ans. D'accord, donc faut être patient pour voir un beluga vraiment blanc. Et physiquement, ça ressemble à quoi en taille? C'est assez costaud. On parle de 3 à 5 mètres de long. Pour le poids, ça varie, disons, entre 500 kilos et 1,5 tonne pour les courts mâles. Et puis, il y a cette autre caractéristique très visible, c'est ce front très bombé. On appelle ça le melon. Le melon? Oui, le melon. C'est fondamental pour son écholocation. Ça fonctionne un peu comme une lentille acoustique, si vous voulez. Ça aide à focaliser les sons. Une sorte de sonar intégré, super perfectionné. Fascinant. Et il y a autre chose qui m'a marqué en préparant, c'est l'absence de nageoire dorsale. C'est rare, non? Oui, c'est une de ses grandes particularités. Pas de nageoire dorsale. À la place, il a une sorte de crête plus dure sur le dos. Et ça sert à quoi, du coup? C'est une adaptation géniale à son milieu. Ça lui permet de nager juste sous la banquise sans se blesser. Il peut même parfois casser une fine couche de glace avec son dos. Malin. Ça nous amène direct à son habitat. J'imagine qu'avec ces adaptations, on le trouve dans des endroits froids. Exactement. Principalement les eaux arctiques et subarctiques. Une distribution qu'on dit circumpolaire, donc tout autour du pôle Nord en gros. D'accord. Mais il y a une population qui est particulièrement intéressante et très étudiée. C'est celle de l'estuaire du Saint-Laurent, au Canada. Ah oui, on en entend souvent parler. Elle est plus au sud, c'est ça? Oui, c'est la population la plus méridionale. Elle compte à peu près 900 individus aujourd'hui. Et son isolement et les pressions qu'elle subit en font un cas d'étude très important. On y reviendra sur les menaces. Mais d'abord, comment il fait pour survivre dans ce froid polaire? L'eau est glaciale là-haut. Alors là, c'est l'isolation qui prime. Il a une couche de graisse très épaisse sous la peau. C'est le lard. Ça peut faire de 2,5 cm jusqu'à 10 cm d'épaisseur. 10 centimètres? Impressionnant! Oui, c'est énorme. Ça lui permet de garder sa température corporelle stable, autour de 37 degrés, même dans une eau proche de zéro. Et c'est aussi une réserve d'énergie, bien sûr. D'accord, revenons à ce surnom. Canari des mers, ça implique qu'il est bavard. Et extrêmement bavard. C'est un animal très social. Ils vivent en groupe, de quelques individus à parfois des centaines lors de grands rassemblements, et leur répertoire vocal est incroyable. Des sifflements, des claquements, des grincements, des sortes de meuglements même, d'où le surnom de canari. Et ces sons, c'est juste pour discuter entre eux? Pas seulement, c'est très lié à leur écholocation, leur sonar. On considère que c'est le sonar le plus sophistiqué de tous les mammifères marins. Ça leur sert à tout, s'orienter, trouver de la nourriture et même repérer les trous pour respirer dans la banquise. Ah oui, c'est vital sous la glace, ça. Et avec un tel équipement, ils doivent être de bons chasseurs. Ils mangent quoi? Le régime est assez varié en fait. Beaucoup de poissons, la morue, le hareng, le saumon sont des proies courantes. Mais ils mangent aussi des invertébrés qu'ils trouvent sur le fond, comme des crevettes, des calmars, des crabes. Et ils sont capables de plonger assez profond pour ça, hein, jusqu'à 800 mètres parfois. 800 mètres. Et pour la reproduction, comment ça se passe? On voit souvent des photos de mères avec leurs petits, qui n'est pas blanc du coup. C'est ça. La gestation est longue, entre 12 et 15 mois. Et la femelle donne naissance à un seul petit à la fois, qu'on appelle un veau. L'allaitement dure aussi très longtemps, à peu près 20 mois. C'est un gros investissement pour la mère. Donc elles ne peuvent pas avoir de petits tous les ans. Non, plutôt tous les 3 ans environ. Ce faible taux de reproduction, c'est un facteur qui peut les rendre vulnérables. Justement, parlons-en. Quel est l'état des populations de belugas aujourd'hui? On a parlé de celle du Saint-Laurent qui est étudiée. Globalement, l'espèce est classée vulnérable par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature.
On estime la population mondiale entre 60 000 et 80 000 individus. Mais la situation est très contrastée selon les régions. Et oui, pour la population du Saint-Laurent, la situation est bien plus préoccupante. Elle est considérée en voie de disparition. En voie de disparition, qu'est-ce qui menace les belugars à ce point? Et particulièrement ceux du Saint-Laurent. Les menaces sont malheureusement nombreuses et souvent cumulatives. Il y a d'abord la pollution chimique. Les polluants s'accumulent dans leur graisse, dans le lard dont on parlait. Ensuite, il y a le bruit sous-marin. Le trafic maritime est de plus en plus intense et ça perturbe leur communication, leur sonar, leur comportement. Le canari des mers qui n'arrive plus à s'entendre chanter en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Il y a aussi les risques de collision avec les navires, la diminution possible de certaines de leurs proies à cause de la surpêche ou du changement climatique. Le changement climatique qui affecte aussi directement la glace de mer, leur habitat essentiel. Et puis, dans certaines zones de l'Arctique, il y a encore la chasse traditionnelle par les populations inuites, même si elle est aujourd'hui réglementée. Et pour le Saint-Laurent, c'est la combinaison de tout ça dans une zone très fréquentée. Exactement. L'estuaire du Saint-Laurent est une voie maritime majeure, et il est aussi malheureusement le réceptacle de pollutions diverses. Donc cette population isolée cumule vraiment les problèmes. C'est un tableau assez sombre quand même pour cet animal fascinant. On a vu ses adaptations incroyables à l'Arctique, son absence de nageoires, son sonar, sa vie sociale et vocale si riche. Mais aussi les défis immenses pour sa survie, surtout pour certaines populations comme celle du Saint-Laurent. Ça nous laisse réfléchir. Dans un océan qui change si vite, qui se réchauffe et devient plus bruyant, comment ce canari des mers va-t-il pouvoir continuer à chanter et à naviguer ? C'est une question ouverte. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.